Les psys ont beaucoup changé ces dernières années et ils ne portent plus uniquement leur attention sur le mental de leurs patients. De nouvelles approches fleurissent en prenant un paramètre déterminant mais souvent laissé de côté, le corps. Et pour en parler, nous avons invité 3 psys à nous expliquer comment ils utilisent le corps en thérapie lors des tables rondes de la psychothérapie. Les tables rondes, c'est un événement que l'on a organisé avec Catherine où l'on a invité des professionnels de la santé mentale à débattre de sujets en lien avec la psychothérapie pendant 2 jours. L'événement s'est déroulé en live et vous avez pu poser vos questions et on rediffuse sur cette chaîne les différents débats. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour savoir quand les prochains épisodes seront disponibles. Alors comment nos invités travaillent avec le corps, qu'est-ce qu'ils observent, quelles sont leurs méthodes et leurs approches, on va voir ça tout de suite. Moi, la première question que j'ai envie de vous poser, et notamment à toi Mélanie, parce que nous on a fait la même fac dans laquelle globalement en psychanalyse on dit qu'on ne touche pas les patients, on n'interroge même pas tant que ça le corps. Qu'est-ce qui vous a amené à penser qu'on pouvait travailler avec le corps dans les thérapies ? Moi de mon côté, j'ai pas eu tout à fait la même expérience que toi, je pense, à la fac, parce que j'avais une directrice de recherche qui était vraiment orientée alors sur les médiations, mais aussi et surtout sur le langage du corps, c'est-à-dire elle parlait beaucoup du langage mimo-gestio-postural, ils appelaient ça comme ça. Donc d'emblée, moi j'ai la conscience et l'attention au niveau de qu'est-ce qui se passe aussi bien chez le patient que chez moi, au niveau de mes réactions physiologiques, corporelles et celles du patient. Donc j'avais déjà un petit peu ça en tête, mais c'est vrai qu'à la sortie de la fac, moi j'ai commencé par travailler en institution, donc dans un hôpital de jour notamment, et il y avait beaucoup d'interactions avec des patients qui étaient en situation de crise psychique, donc très activés, et dans des émotions, dans des états qui étaient très corporels finalement. Enfin, on n'est pas sur un cadre de thérapie très, très calme, très stabilisé. Au contraire, et moi c'est là que je me suis rendu compte que d'une part, dans certains états, les patients ne sont pas forcément accessibles à la parole. Enfin, oui, on peut échanger bien sûr, mais ça n'a pas l'effet escompté parce qu'ils ne sont pas disponibles, ils ne sont pas réceptifs à cette modalité-là, ou en tout cas, c'est vraiment pas la plus efficace. Et qu'il me manquait en fait des outils concrets pour les accompagner à la régulation émotionnelle. C'est là que je me suis tournée plutôt vers des médiations corporelles en hôpital de jour et ensuite vers la sophrologie. Où là, évidemment, il y a tout ce qu'on s'imagine des techniques de respiration, mais pas que. Il y a aussi la question d'expérimenter dans le corps certaines postures, la visualisation. Voilà, on y reviendra peut-être plus tard. Mais c'est comme ça que moi, je m'y suis orientée. Qu'est-ce que tu appelles les médiations corporelles ? En hôpital de jour, on a différents types de médiation. On en a qui sont plus autour de l'échange, plus autour du verbal, et on en a qui sont plus... par exemple au niveau du théâtre, de la danse, du modelage, voilà. Généralement plutôt seul, mais parfois aussi en groupe, dans des dynamiques de groupe où là on autorise le toucher, enfin on y viendra. Mais... Et du coup tu vois ça comme de l'art-thérapie ou pour toi c'est pas tout à fait pareil ? On avait aussi des groupes d'art-thérapie, mais c'était autre chose. Non, là c'était vraiment... tout dépend de la médiation en l'occurrence, mais c'était pas forcément de l'art-thérapie. Et pour vous ? Pour moi c'est un peu différent puisque moi en fait je suis arrivée au corps par la relation. C'est-à-dire que la psychothérapie intégrative, c'est une thérapie relationnelle, donc qui part du postulat que tout se situe dans l'attachement. Et pour aller chercher l'attachement, on travaille sur la régression, sur l'enfant intérieur, et le meilleur accès, je vois que tu valides, c'est le corps, c'est le corporel. Donc c'est vraiment comme ça, et c'est seulement par la suite que je me suis intéressée à tout ce qui est traumato, et de la relation entre la physiologie et le trauma, et les événements, et la relation. Donc voilà comment moi je suis arrivée à ça. Je rebondis sur le « je vois que tu valides », puisque en fait on voit bien que c'est difficile de se passer du corps en séance, puisque même quand à nouveau ça parle pas, ça parle quand même. Et du coup je rebondis là-dessus parce que c'est vraiment comme ça que je vais observer le corps et lui donner la place. C'est même pas que je lui donne la place, c'est qu'en fait on est quand même aussi deux corps dans un cabinet, ne serait-ce que parce qu'on va demander comment la personne se sent. Il y a tout un registre émotionnel, mais il y a aussi tout un registre sensorimoteur ou corporel, effectivement. Le corps, il a sa place aussi en séance en gestalt au niveau de la place dans l'espace. C'est-à-dire qu'en gestalt, on peut très bien ne pas toujours utiliser les mêmes fauteuils, les mêmes sièges, être debout à un moment donné, etc. Si c'est effectivement pertinent de, par exemple, amplifier une sensation. Si, par exemple, la personne se sent un peu loin, on va dire qu'elle est un peu dans sa tête, qu'elle est un peu loin en séance et que je pourrais l'observer en train de regarder ailleurs, etc.
Si je décide à ce moment-là d'intervenir en lui faisant amplifier ça, je vais dire comment tu peux faire pour effectivement amplifier ce je me sens un peu loin, etc. Donc on va peut-être se mettre plus loin. Commencer du coup quand tu me vois loin, etc. Bah, je suis mieux. Donc la personne va se mettre à parler un peu plus, etc. Donc le corps, voilà, il est omniprésent. Du coup, pour moi, c'est pas une question. Okay. Je suis intéressée de ce que vous dites parce que vous semblez avoir pensé la question. En fait, moi, je suis venue à des pratiques de plus en plus corporelles aujourd'hui, que je découvre en fait aujourd'hui parce que j'étais bloquée en fait, dans mes thérapies. Moi, dans mes propres thérapies personnelles, la question du corps a été problématique et donc je pouvais pas interroger mon corps en tant que patiente. Et donc, ça m'était jamais venu à l'esprit d'interroger le corps à mes patients parce que pour moi, c'était quelque chose d'anxiogène et j'ai pu le faire que des années plus tard. Et donc après, c'est par contre dans mes thérapies en tant que psy où des fois j'étais bloquée et en supervision, on m'a amené des possibilités. Et donc je me suis ouverte à ça en fait, mais pas tellement parce que je l'avais pensé comme vous semblez vous dire ah tiens ça, c'est intéressant pour les patients. Mais moi c'est quelque chose que j'avais exclu du fait de ma propre expérience de patiente qui pouvait pas sentir son corps pendant des années quoi. Et donc là je suis venue à ça parce que voilà, en supervision je dis mais j'avance pas et on m'a proposé des choses plus corporelles et effectivement j'ai trouvé que ça débloquait plein de choses, donc ça m'a ouvert un autre champ, mais je vois que vous aviez finalement pensé la question. Pas forcément, tu vois, quand tu dis ça, moi je me rappelle que c'était comme si ça me fascinait et je mesurais pas à quel point j'étais coupée. Je l'ai appris au fur et à mesure des formations, donc ça a ouvert une voie entre ma tête et mon corps, mais avant ça, je trouvais ça chouette de l'extérieur, tu vois. Et puis je suis arrivée en formation avec quelqu'un d'expert, Bill Cornell, qui travaille sur la thérapie relationnelle et je me rappelle voir tous ces gens se prendre dans les bras les uns les autres, se faire des hugs et moi les regarder en me disant mais je sais pas faire ça. J'ai pas le mode d'emploi, je sais pas faire. Et ça m'intéressait, je sentais qu'à l'intérieur j'avais quelque chose, une énergie qui me disait c'est là qu'il faut aller. Je trouve ça c'est chouette parce que moi vraiment je trouve que ça nous rappelle aussi que pour pouvoir utiliser le corps en thérapie ça va nécessairement venir toucher notre rapport à notre corps et comment on peut s'approcher nous-mêmes ou pas des patients et moi je pense que pendant longtemps c'était juste pas pensable et puis un jour j'ai découvert le tango donc voilà Fabien et Mélanie on se connaît aussi comme ça et pour moi ça a été vraiment une thérapie quoi, c'est-à-dire que prendre des gens que je connaissais pas dans les bras ça me fait penser à ce que tu venais de dire quoi. Alors, moi j'ai pas vu ça dans les formations mais j'étais là non ça va pas être possible au départ et puis finalement c'est devenu quelque chose avec lequel je pourrais même pas mettre des mots sur exactement ce que ça m'a fait, mais ça m'a apaisé corporellement, quoi. C'est-à-dire que dans mes relations aux autres, les choses se sont apaisées, et du coup, c'est devenu moins compliqué. Et du coup, j'aime bien ce rappel que tu fais aussi que pour pouvoir utiliser nous aussi le corps de nos patients ou les aider à utiliser leur corps, ça vient nous chercher nous, donc où est-ce qu'on en est nous dans ce rapport-là. Et je pense que en tout cas, dites-moi si vous vivez des choses comme ça, mais en tout cas, pour moi, c'est une des choses les plus intenses en tant que psy que j'ai dans mon contre-transfert. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses émotionnelles, etc., qui peuvent se passer, venir toucher mes schémas, etc., et qui me posent moins de problèmes, je pourrais dire. En tout cas, j'ai pas de blocage avec ça. La question du corps, il y a des moments, ou même encore aujourd'hui, si je dois faire du tapping en EMDR tout proche d'un patient, ça peut me faire quelque chose. Et ça peut être pas facile à vivre. Alors que sur le plan émotionnel, c'est moins complexe. Je sais pas comment c'est pour vous. Alors tu parles du contre-transfert et c'est vrai que le corps, c'est pour moi devenu la boussole. En fait, ça part de l'intérieur pour avoir une idée à peu près de ce dont le patient a besoin. Mais aussi mes propres schémas, ma propre activation. Et c'est vraiment important, vraiment crucial même d'être en contact avec ça pour me dire ah là il se passe quelque chose et pour autoréguler, voilà, pour pas envahir le patient avec ça. Le corps, c'est vraiment, en tout cas mon vécu interne, mon vécu somatique, c'est vraiment ma boussole en séance. C'est aussi ça qui me donne envie, c'est aussi ça qui me pousse à... parfois, j'ai des idées qui me viennent, ça vient de l'intérieur, enfin, c'est pas une idée au départ, c'est juste quelque chose qui vient, pouf, ça pop, ça se transforme en idée, j'en parle, et là, je tombe pile sur quelque chose, sans que ça ait été beaucoup réfléchi, mais c'est comme si c'était mon corps qui me le disait. Et ça dope l'alliance thérapeutique, ça dope la thérapie. Oui, moi je trouve qu'il y a l'attention à son propre corps sur un versant plus contre-transférentiel. C'est-à-dire, ok, qu'est-ce que je perçois, comment est-ce que ça me renseigne aussi bien vis-à-vis de moi que évidemment de ce qui est en train de se discuter là avec le patient.
Mais je crois qu'il y a aussi le choix actif d'utiliser son corps et son état de régulation, son système nerveux pour proposer une expérience de co-régulation aussi avec le patient. C'est-à-dire, moi des fois je le verbalise, c'est rare, mais cette idée que en contrôlant un peu plus, en mettant plus de conscience consciemment sur ma respiration, sur le ton de ma voix, sur ma posture, la manière dont je suis posée, surtout quand je perçois que le patient en face il est dans une certaine agitation motrice, psychique, proposer quelque chose qui amène du côté de la sécurité. Je trouve que quand le thérapeute a une perception fine du corps comme un outil dans la co-régulation, sans que ce soit forcément verbalisé, expliqué, psychoéduqué, mais je trouve que ça a vraiment, ça apporte un élément indispensable, je crois. Moi, je crois même que c'est j'ai envie de dire l'apogée un petit peu, le Graal qu'on cherche. Tu disais tout à l'heure, Catherine, que comment t'as dit que ça t'avait apaisé. Je crois que t'as dit ça. Et vraiment, pour moi, c'est travailler donc sur l'activation, sur la régression. On se rapproche du trauma et il y a un moment qui est le bon moment où il y a besoin d'appliquer le baume du toucher. Mais il faut que ce soit le bon moment, il faut que ce soit de la bonne manière, au bon endroit pour le patient et aussi pour soi, c'est-à-dire qu'il faut être d'accord. Donc c'est pour moi vraiment le baume qui va cicatriser, le truc ultime. Et que finalement, j'ai parfois l'impression qu'en séance, je m'en rapproche, et quand il n'y a pas le toucher, je veux dire, je m'en rapproche, mais le moment où vraiment les choses se relâchent et se réparent, c'est quand il y a un toucher. Au bon moment. On va revenir sur la question des touches après. Il y avait quelque chose que tu voulais... Oui, c'est tout ça, ça me faisait... déjà, je vous rejoins sur, effectivement, le corps comme un point d'appui pour s'orienter, que ce soit pour la personne qui est en face de nous ou pour nous-mêmes en thérapie. Et j'avais envie peut-être de rajouter que, effectivement, le toucher, en tant que toucher, le sens premier, est pour moi, effectivement, quelque chose qui peut être thérapeutique et nécessaire en séance. Mais je lui donne aussi une dimension qui est un peu plus large, parce que il suffit que la personne me regarde dans les yeux à un moment donné d'une certaine manière pour que je sois touché, que son odeur ou son parfum me touche, que voilà, encore une fois, sa posture ou la distance qu'il y a entre nous me fasse quelque chose, du point de vue corporel, hein, je parle vraiment, je sais même pas ce que je ressens en termes d'affect ou d'émotion, c'est juste, bah tiens là, est-ce que je me sens bien ou pas, est-ce que cette personne est trop près ou trop loin, quand elle me regarde, ça me rassure, ou alors moi, j'ai envie de la regarder pour la rassurer. Enfin, le toucher, c'est aussi, c'est quelque chose qui peut se faire aussi à distance. Enfin, en tout cas, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se joue dans la porosité, quoi, entre nous. Et donc, la peau, quoi, cette espèce de peau entre nous, quoi. Donc, tu parles de contact, en fait. Ouais, c'est le mot qu'on utilise en Gestalt, tu vois, mais je veux pas rentrer dans des... Si justement, là, je vais vous poser la question, vraiment du coup, pour que ça devienne concret, peut-être pour les gens qui nous écoutent, c'est il y a plusieurs, du coup, dans ce qu'on vous entend, utilisation du corps, plusieurs possibilités. Moi, les trois que je vois globalement, c'est ce qui est le MDR, moi, m'a amené, c'est interroger le corps. Qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps? Donc ça, c'est une interrogation, mais on va pas forcément plus loin que ça. Il peut y avoir utiliser le mouvement. Tu parlais que les gens peuvent être debout, en thérapie sensorimotrice, ça aussi c'est vraiment des choses qu'on peut faire. Et puis, tu dis le toucher. Bon, c'est les trois que je vois, peut-être vous allez nous en donner d'autres encore. Vous, voilà, dans votre approche de thérapie, quand est-ce que vous utilisez une des manières d'utiliser le corps de vos patients, ou pour l'instant des patients, vous leur proposez quelque chose en lien avec leur corps, et quelle manière, et dans quel type de moment, quoi. Moi, je rajouterais un autre exemple à ce que tu dis, c'est quand le corps dit quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, son corps va manifester quelque chose, ses jambes, son pouce sur la bouche, ses yeux qui partent. C'est une grille de lecture, donc c'est aussi... L'observation du non-verbal que tu vois. Oui, mais aussi un prétexte, entre guillemets, pour faire contact entre la personne et ce qu'elle ressent et entre la personne et moi. Donc c'est aussi qu'est-ce que ton pouce veut dire, qu'est-ce que ta jambe veut dire. Et en fait, le corps, c'est... le travail en thérapie avec le corps, c'est finir les gestes, finir tout ce qui est interrompu. Donc pour moi, ça peut se traduire par, à un moment donné, voilà, la personne, je sens qu'il y a de l'énergie dans ses jambes, qu'elle a besoin de pousser, la personne se recroqueville, elle a besoin d'être soutenue, je vais juste poser mon épaule à côté d'elle, on lui fait parler à quelqu'un, c'est juste mettre la main dans le dos pour qu'elle sente qu'il y a quelqu'un qui la soutient. Et puis parfois, c'est très souvent à leur demande, c'est un hug, là aussi, moi je m'y suis mise du coup.
mais seulement quand c'est le moment, encore une fois. Oui, mais ça me parle beaucoup ce que tu dis de, je sais plus comment tu l'as formulé, mais l'idée d'accompagner à la résolution de l'espèce d'énergie qui est présente dans le corps. Moi, le corps, c'est vraiment une des choses que j'aborde assez rapidement sur la question de la régulation émotionnelle, par exemple. C'est-à-dire, assez rapidement, je leur parle du fait que c'est compliqué d'essayer de se réguler juste par la pensée, bon, allez, c'est pas grave, etc. Ou bien même d'essayer de se réguler en disant, allez, je vais me calmer, je vais méditer. En fait, quand on a une énergie, que ce soit de l'anxiété, de la colère, de la tension, qui est dans le corps, c'est tellement plus facile d'accompagner, enfin d'honorer le fait que c'est là et qu'il y a besoin d'en faire quelque chose, d'accompagner à l'exprimer. Alors en sophrologie, mais du coup je tire des outils de la sophrologie, on utilise des exercices où on va se secouer, où on va jeter, où on va vider le trop-plein de cette énergie-là, pour ensuite utiliser par exemple la respiration pour se calmer, s'apaiser, mais dans un endroit où le corps il est disponible là à aller vers quelque chose d'un peu plus calme, un peu plus apaisé, toujours dans cette idée qu'on ne va pas changer l'émotion, trouver la solution, mais plutôt accompagner, favoriser le fait que ça puisse progressivement, avec du sens, aller vers quelque chose de plus régulé. Donc pour moi, le corps, ça a sa place très rapidement, puisqu'on aborde la régulation émotionnelle assez rapidement en séance, puisque les premières étapes, c'est quand même la stabilisation. Ouais, que tu vois, moi, le corps, je prends un peu mon temps pour l'amener. C'est intéressant ça. Ouais, je prends un peu de temps, j'attends qu'il y ait une certaine intimité, parce que sinon, c'est vrai. Sinon la personne se coupe, sinon la personne peut avoir honte aussi. Je pense justement à ce qu'on disait quand on remarque la manifestation corporelle, si on note vous êtes en train de faire ça, 9 chances sur 10 pour qu'ils arrêtent. Et c'est délicat. Voilà, donc il faut un certain temps pour que la complicité et le savoir-faire du patient aussi, le contact interne lui permettent quand même d'en faire quelque chose, quoi, plutôt que de le retourner contre lui. Oui, complètement. Et toi, du coup, Angelo, C'est quoi la question? comment toi tu l'utilises? Comment je l'utilise? Alors, effectivement, en Gestalt, on appelle ça des Gestalt in HP, c'est-à-dire qu'on va utiliser le corps pour aller au bout d'un cycle d'expérience ou de configuration qui n'a pas pu effectivement aller jusqu'au bout. Donc effectivement, ça peut être soit une situation, soit un mouvement, un geste, quelque chose qui a besoin de... Voilà, qu'on peut sentir tous les deux dans un moment suspendu et qui a besoin d'aller au bout. Ça peut être pour ça peut être pour ce que je disais tout à l'heure, l'amplification, c'est-à-dire que si par exemple la personne explicite quelque chose d'un ressenti émotionnel ou une sensation comme ça, du type là je me sens un peu loin de vous, ou alors je me sens étouffé, ou je me sens pressé, ou je me sens n'importe quoi, on va revenir effectivement à quelque chose de plus corporel pour essayer de l'amplifier et vraiment que la personne le sente aussi dans d'autres dimensions, donc dans cette dimension corporelle. On peut faire un travail systémique aussi pour des questions de place. Et donc utiliser le corps aussi par rapport justement à la place, c'est-à-dire à quelle place elle veut se mettre dans un système. Donc on va peut-être reproduire le système avec des coussins, des chaises, n'importe quoi. Donc ça pourrait ressembler à de la constellation, à un début de constellation. Même la place par rapport à moi. Je peux aussi représenter quelqu'un d'autre. Donc je vais utiliser mon corps pour incarner ou en tout cas jouer le rôle d'eux. Ça, c'est possible. Tu peux me donner un exemple pour que ça soit concret? Il y a plusieurs manières de travailler avec quelqu'un qui parle de sa mère, par exemple. On peut très bien faire effectivement un travail de chaise vide qui a été le truc de la Gestalt à une époque où on va mettre une chaise vide en face de la personne pour qu'elle puisse s'adresser à cette personne qui est absente. Parce que ce qu'on veut pas en Gestalt, c'est que c'est en dehors de l'ici et maintenant. Donc si cette personne est en train de parler de sa mère qui n'est pas là, on va la faire apparaître. Et du coup, il y a plusieurs manières de la faire apparaître. Il y a effectivement la faire apparaître dans une chaise vide, la faire apparaître avec un objet qu'elle va choisir dans l'espace ou qu'elle peut ramener en séance la prochaine fois, qui va représenter sa mère, une photo, n'importe quoi, ou moi, en disant voilà comment tu veux que je me mette, comment elle est d'habitude, je la vois au-dessus de moi, toujours un peu, avec beaucoup de, toujours sa volonté de me contrôler, j'en sais rien, donc je vais dire ok, alors si je me mets au-dessus comme ça, toi tu te mets plus bas. Ça fait des choses dans le corps aussi, quand quelqu'un soit au-dessus de toi, tu vas réagir corporellement. C'est ça, ouais. Donc il y a vraiment plein de manières d'utiliser, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est pour moi aujourd'hui imbriqué dans un processus thérapeutique, quoi. Ça me fait vraiment penser à, je me forme en ce moment à la TCE, la thérapie centrée émotion. J'ai l'impression que ils ont pris la Gestalt. Non, après tout a été un peu mélangé. Intégratif, c'est ça que ça veut dire. C'est que aujourd'hui, c'est...
Et me revoilà pour faire un petit entracte durant cette vidéo pour faire les présentations et vous proposer quelque chose que vous allez sûrement adorer vu que la psychologie semble vous intéresser. Et oui, vu que vous êtes encore là sur cette vidéo, eh bien j'imagine que vous aimez ça la psycho. Alors si vous ne nous connaissez pas encore, nous sommes Catherine et Fabien et nous proposons du contenu en lien avec la psychologie et la psychothérapie sur YouTube, en podcast et sur les réseaux sociaux. Et nous proposons aussi la lettre psy, c'est-à-dire un email gratuit que l'on envoie toutes les 2 semaines et qui contient 3 articles exclusifs et une citation. Alors dans la lettre psy, vous trouverez des retours d'expérience de Catherine en cabinet, des études scientifiques sur la psychologie et la psychothérapie, et des conseils de lecture ou de films pour mieux comprendre le fonctionnement de votre psychologie et ce qu'il se passe en thérapie. Et puis vous recevrez aussi des réductions sur les ateliers qu'on propose, et aussi toute notre actualité et nos sorties vidéo ou podcasts sur nos différents réseaux et canaux. Car vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais les différentes plateformes et réseaux sociaux ne proposent pas forcément toujours le contenu des créateurs sur lesquels vous êtes abonné. Donc avec la lettre psy, au moins vous êtes sûr de rien rater. Je vous mets un lien en description pour vous abonner et rejoindre ainsi les 17 500 personnes qui nous suivent déjà et que je salue au passage. Et maintenant, retour à la table ronde. Alors, je voudrais vous poser aussi une question par rapport à la symbolique, parce qu'on peut voir certains... Alors, moi, c'est plus sur les réseaux sociaux parce que j'y traîne pas mal, mais peut-être dans des bouquins ou dans certaines approches de thérapie, on peut avoir l'impression que telle partie du corps parle de telle émotion, que... Voilà, réponse corporelle de Christine. Les décodages biologiques Oui, c'est ça, le décodage biologique. Peut-être tu peux peut-être le définir pour que... Je sais pas comment qualifier ça. Il y a des guides de décodage biologique. Non, ouais, de décodage biologique, c'est-à-dire vraiment telle partie du corps représente ça, le haut représente ça, le bas, le gauche, la droite, etc. Mais tous ces enseignements-là ont simplement... Moi, j'ai été formé en médecine chinoise, donc je sais très bien d'où ça part. Et si tu fais pas de la médecine chinoise, c'est pas hyper pertinent. C'est comme quand tu fais pas de la psychanalyse et parler du transfert, je sais pas si ça a le même sens que quand tu fais de la psychanalyse. Donc, si on travaille pas en médecine chinoise, en Ayurveda, et que on commence à dire qu'effectivement la gauche ça représente ceci, la droite cela, le haut, enfin voilà, ce doigt-là, ceci, cela. Je sais pas si c'est si pertinent que ça d'avoir cette grille de lecture-là figée. Elle peut l'être parce que c'est encore une fois une carte pour s'orienter, mais pour moi le décodage n'a pas vraiment de pertinence thérapeutique, quoi. Ça peut nous aider, nous, dans notre vie de tous les jours. Ah bah tiens, j'ai mal à l'épaule en ce moment. Ah bah tiens, qu'est-ce que j'ai du mal à porter, ou j'en sais rien, tu vois. Mais c'est pas l'endroit où il y a de la thérapie, quoi. C'est une connaissance comme une autre. Et à la limite, je dirais même, vaut mieux revenir aux sources et à la limite revenir à la médecine chinoise. Et là où, en tout cas, il y a des cultures qui, effectivement, ont ce rapport holistique, effectivement, à l'humain, et où, du coup, on va avoir des symboliques. Mais c'est plus symbolique et archétypal que littéral. Et le problème du décodage biologique, c'est que ça paraît souvent littéral, quoi. Si t'as mal là, c'est que t'as un problème avec ça et ça et ça. Et je sais pas si, moi, je sais pas si c'est très pertinent. Moi, je te rejoins complètement sur le fait que c'est pas utile pour la thérapie, puisque c'est pas thérapeutique, c'est que le patient, ouais, lui, se met en contact avec ce qu'il y a derrière, la douleur à l'épaule. Donc finalement, le fait de le décoder, ça risque surtout, encore une fois, d'amener de la honte. Regarde, je t'ai eu, moi je vois des choses que toi tu sais pas. Et du coup, provoquer plus une fermeture qu'une ouverture. Donc voilà, peut-être que ça rassure le thérapeute de oui, pouvoir ou le patient qui cherche des réponses. Mais du coup, on n'est pas au bon endroit selon moi. On n'est pas assez à l'intérieur, quoi. Oui, je vous rejoins tout à fait. Moi, je trouve que si c'est amené par le patient, c'est intéressant. Mais je prends ça comme un matériel clinique. Moi, personnellement, je suis pas assez... je connais pas vraiment... Enfin, je vois de quoi vous parlez, mais j'ai pas suffisamment exploré le sujet pour avoir un avis plus détaillé que ça. Je le prends comme un matériel clinique quand ça vient du patient, mais voilà. Je trouve que le seul endroit où ça pourrait vraiment être pertinent, de mon point de vue, les gens qui utilisent ça, s'ils l'utilisent bien, peut-être que c'est thérapeutique au final, mais là où ça peut devenir pertinent, c'est par exemple pour un travail d'identification. C'est-à-dire que si la personne parle beaucoup de son corps comme si c'était pas elle, je vais commencer à faire un travail de je suis mon corps, je suis l'épaule qui a mal, je suis aussi ce ventre qui a mal, je suis cette poitrine qui est oppressée, etc. Et de commencer à un travail de réidentification avec son propre corps, ça peut être intéressant. C'est-à-dire de proposer que, par exemple, cette épaule qui a mal parle. Mais déjà qu'elle parle parce que c'est elle. Et en quoi c'est elle, en fait? En quoi c'est l'épaule qui a mal de Catherine, c'est Catherine, en fait. Et donc déjà de commencer à ce travail d'un peu de non-séparation entre le corps et puis la personne,
Donc ça peut être utilisé comme ça, ou alors ça peut être utilisé après, j'en sais rien, moi effectivement, ça dit ça de l'épaule, ok, il y a cette douleur-là à l'épaule, il y a la symbolique de, j'en sais rien, la mer, par exemple, si je reviens là-dessus. Comment on peut le configurer? Comment on va le mettre dans l'espace? Voilà, on va prendre ce coussin-là, ça c'est ton épaule. Moi, tu veux que je sois ta mère, ok, donc je vais représenter ta mère, etc. Et puis on peut commencer un travail comme ça, mais c'est effectivement un point de départ qui peut être intéressant pour un point de départ. Pas comme une finalité, quoi. Bon, venons à cette question du toucher alors. Déjà, est-ce que On a retardé, hein, tu vois, on est timide sur le toucher. Est-ce que vous touchez vos patients? Et sinon, pourquoi? Et si oui, comment? Dans quel type de circonstances? Alors moi, très peu, en fait. Je touche très peu. De plus en plus, j'apprivoise l'outil, on va dire. Je suis très très prudente parce que vraiment, ça a une telle puissance, le corps, justement, que je veux surtout pas me tromper. Parce qu'il y a vraiment un bon moment et une bonne manière de faire. Et en général, alors ça c'est une grande question, il y en a qui font spontanément et moi en général je demande l'autorisation. Je dis en général parce que parfois un peu prise dans le mouvement, voilà, comme la cognition n'est pas là, je n'éprouve pas le besoin forcément de verbaliser, mais en général je dis à la personne, au moins je lui dis ce que je vais faire, pour qu'elle puisse avoir le choix, qu'elle puisse dire non. Et voilà, mais de plus en plus, mais assez timidement quand même. Et dans quel type de circonstances? Est-ce que tu pourrais me donner un exemple? En fait, quand on travaille sur la régression, par exemple, que la personne plonge dans le trauma... Que ce soit clair, régression, c'est revenir émotionnellement en arrière. Dans une période ancienne, quand la personne est vraiment en contact avec des traumas, il y a un moment précis où elle a besoin de co-réguler. Et un moment précis où elle a besoin de sentir dans le corps, parce que la tête est débranchée, tellement elle est petite à l'intérieur, elle a besoin de sentir la chaleur ou la présence tout simplement, parce que c'est ça qui va aider finalement le cerveau et le reste du corps à digérer, éliminer, intégrer et à guérir. Donc c'est vraiment appliquer le toucher au moment où la personne est suffisamment activée pour remonter à la surface. Une forme de reparentage? Oui, ouais. Complètement. Je crois qu'en ICV aussi, ils ont des techniques où ils font prendre un poupon dans les bras pour que, alors c'est pas le toucher avec le thérapeute, mais ça, tu as vraiment un reparentage avec l'enfant que tu es, qui est pris dans les bras par l'adulte que tu es. Bon, s'il y a des personnes qui pratiquent l'ICV qui veulent un petit peu corriger, j'ai fait que le niveau 1, mais il me semble qu'ils font ça après au niveau 3, des choses un petit peu comme ça. Donc du coup, pour toi, le toucher va intervenir au moment de la régression, quand on est en train de traiter des traumas de l'histoire, où il y aurait eu besoin d'une contenance physique, par exemple. Ouais. C'est ça. Que tu vas reproduire, toi, ça. C'est ça. Okay. Merci, c'est très bien dit comme ça. Merci. Et pour vous? Moi, très très peu. Ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure, à la question de sa propre expérience qui nous... Pardon pour le micro. Sa propre expérience qui nous dispose plus ou moins à l'utiliser ensuite. Moi, j'ai commencé à utiliser le tapping en EMDR qu'à partir du moment où moi-même je l'ai expérimenté en tant que patiente. J'ai commencé à l'expérimenter en tant que patiente, j'ai ressenti ce que ça pouvait faire dans le corps et comment est-ce que ça pouvait être pertinent. Et à partir de là, j'ai pu commencer à m'autoriser à le faire. Mais je crois que, comme pour le reste d'ailleurs, quand je montre des exercices plus corporels, si c'est pas quelque chose dont moi j'ai fait un peu l'expérience et que vraiment je perçois ce que ça fait, j'ai du mal à le proposer parce que je le proposerai pas de manière incarnée. C'est-à-dire qu'il y a quand même dans l'infraverbal, le patient il sent si c'est très théorique ce qu'on dit ou s'il y a quelque chose où ça résonne, ça fait caisse de résonance. Tout ça pour dire que sur le toucher à proprement parler, je suis encore loin. Je commence petit à petit, mais je pense qu'il y a plein de choses à expérimenter de mon côté. Ça m'intéresse beaucoup ce que tu dis. Moi, je vais peut-être plutôt privilégier le toucher de la personne qui vient consulter. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut aussi... c'est pour ça qu'il y a souvent le cliché en Gestalt qu'il y a toujours des coussins. On travaille beaucoup avec des coussins parce que... La bataka aussi, moi je me souviens d'avoir tapé avec une bataka sur des coussins. Ouais, voilà, mais du coup, s'il y a quelque chose de l'ordre d'avoir besoin de soutien ou d'avoir besoin d'être contenu, etc., je vais d'abord lui demander effectivement donc, quel est son besoin, le préciser, etc., et comment on peut y répondre. Et à ce moment-là, peut-être qu'il y a besoin de s'emmitoufler derrière 3-4 gros coussins et d'être comme ça et de se sentir un peu différemment. Et donc, parfois, ça suffit aussi. Le toucher, moi, en tant que thérapeute qui touche le client ou la cliente,
ça va être à de très rares occasions, peut-être déjà une sorte de rapprochement, où parfois il y a des personnes qui, comme c'est assez confrontant la geisha, parce qu'on est vraiment en face, et puis on y va vraiment, avec les dévoilements et ce qu'on disait tout à l'heure, l'autre fois, la personne m'a dit, en fait, ce serait mieux que tu sois à côté de moi. Et donc on était à côté comme ça, et elle me dit, et donc je travaille comme ça, je dis, et là c'est comment, etc. Et puis elle me dit, non, voilà, un peu plus près, et tout ça, et puis donc on se touchait, mais côte à côte comme ça. Elle avait juste besoin de sentir, tu vois, espèce de, je peux m'appuyer sur toi, et en même temps t'es pas contre moi, en face de moi, quoi. Et ça a été très porteur, par exemple. Donc ça va être plus être dans ce sens-là, quoi. Parce qu'on dit toucher, souvent, c'est la main. Enfin, on imagine la main, mais il n'y a pas que la main, quoi. Donc, du coup, on peut aussi juste se sentir, quoi. Tu vois. Ce que tu dis me fait penser à certaines séances avec des personnes qui n'avaient pas la force ou pas l'envie de parler. Voilà, ouais, par exemple. Voilà, qui ne voulaient pas parler. Et bien, je me suis assise à côté d'elles et j'ai juste posé mon bras sur leur bras, après avoir demandé l'autorisation. Exact, ouais. Et de là, je me laissais moi sentir mon propre contre-transfert corporel et je verbalisais tout ce qui m'arrivait. Je sens ça, oh je visualise ça. Et en fait, chaque fois, alors soit ça tombait juste, soit la personne pouvait du coup s'auto-définir et dire ah, c'est pas tout à fait ça, et du coup elle se mettait au travail, mais comme si elle vivait quelque chose un peu par procuration avec moi, et on travaillait le contact comme ça, et il m'est arrivé de faire 1 heure comme ça. Ouais, voilà. Donc c'est très intuitif finalement, le travail corporel. Il faut se laisser un peu c'est sentir. Expérimental en fait. C'est expérimental, mais tu vois, je pense à... Parfois, le corps de l'autre nous appelle et pas à un niveau cognitif. Il y a des gestes que je me retrouve à faire parce que quelque chose m'a poussé, j'ai senti que c'était ça. La personne après peut dire c'était exactement ça dont j'avais besoin, mais c'est pour ça que le contre-transfert corporel est vraiment crucial. C'est quelque chose qui nous fait sentir, tiens, là, il y a un petit doigt qui s'agite. Ah bah peut-être qu'on va mettre un petit peu de contact, tout timide, tout léger, parce que le petit doigt dit quelque chose, il appelle. Je trouve ça intéressant comme tu décrivais, ou quand vous avez parlé d'être à côté, parce que j'ai changé de cabinet récemment dans lequel j'avais un canapé, et donc les gens, je peux être à côté assis, et puis aujourd'hui on a 2 fauteuils, et donc j'ai un couple qui est arrivé hier, il m'a dit ah oui d'accord, on peut plus être à côté maintenant. Et effectivement ça veut dire que ça, ce que tu as décrit, je peux plus le faire. Si je voulais le faire, je peux plus le faire. La structure du cabinet va aussi jouer sur la place, comment tu te... Par contre je suis plus proche physiquement, et moi je le sens qu'il se passe un truc dans mon corps, je suis plus proche aujourd'hui, j'étais plus loin, mais j'avais aussi des gens qui partageaient mon bureau, et des fois je retrouvais le fauteuil encore plus loin, et donc il y a aussi nous, comment on est proche, tu disais, nous on est vraiment face à face, etc. Dans le MDR, on va nous dire de mettre un petit peu de côté. Il y a effectivement cette place que nous on prend, qui déjà fait sentir quelque chose de relationnel au patient, en fait, si on est loin, pas loin. Alors d'ailleurs, moi régulièrement, je demande aux patients où est-ce que vous avez envie que je m'asseye. Et parfois ça change dans la séance. Pendant la séance, vous êtes trop près, reculez-vous. Et on est en plein cœur du travail, quoi. Donc moi, je vais me reculer. Ce qui est important, c'est que la personne sente qu'elle a le contrôle sur la situation, qu'elle est respectée, mais en même temps de faire sentir ce que c'est d'être au contact, pour encore une fois réactiver les traumas de développement et les traumas d'attachement. Là où je trouve vraiment c'est intéressant, la manière dont chacun vous utilisez le corps, c'est que ça peut... comment dire, pour des personnes qui voient la thérapie comme vraiment, on s'assoit, on discute avec un psy, ça montre quand même qu'il y a vraiment d'autres dimensions, il y a plein d'approches qui travaillent plus comme ça ou plus que comme ça. Et même ce matin, j'avais, comme j'ai présenté le sujet en disant, voilà, est-ce que comme en psychanalyse ou en TCC, on est dans des choses un peu cognitives, enfin je l'ai pas formulé comme ça, mais bon, c'est ce que ça voulait dire. Quelqu'un m'a dit, c'est bien mal connaître les TCC que de dire qu'elles sont cognitives. Et effectivement, aujourd'hui, même les TCC qui étaient effectivement à un moment donné très cognitives, sont venus à ce qu'on appelle, je crois, les TCCE, puis surtout ce qu'ils appellent leur 3e vague, où ils ont intégré ACT, qui est vraiment quelque chose, du coup, qui intègre la mindfulness, donc au moins les sensations corporelles, même s'il n'y a pas forcément nécessairement de mouvement, je crois, s'il y a des gens qui pratiquent pour nous préciser, mais en tout cas, il y a l'exploration des sensations. Et donc, je trouve que ça donne vraiment aussi une dimension haute de la thérapie, de montrer qu'on n'est pas obligé de parler, et on peut être dans quelque chose de ressenti qui va désactiver des schémas corporels, mais tu parlais du système nerveux, ou peut-être ça rejoint la théorie polyvagale, ou des choses comme ça, où voilà, on est dans des choses physiologiques, et on n'est pas en train de réfléchir ou de penser à qu'est-ce qui est en train de se passer pour moi, on est juste en train de sentir, quoi. Mais de toute façon, la psychothérapie est physiologique. Moi, plein de fois, je me suis fait la remarque en disant, mais en fait, on est des somaticiens. Quand je vois
l'impact sur le corps, le ventre qui gargouille, les gens ont faim parfois après une séance, ou des choses, on voit les épaules bouger. En fait, on travaille sur le corps. Hein. Oui, la posture peut changer. Mais ouais, la posture, mais tu vois, tout le système musculaire, en fait, on est des somaticiens. La psychothérapie, je serais curieuse, moi, de voir des analyses sanguines avant et après certaines séances ou certains groupes pour voir, parce que vraiment, je sens que dans le corps des patients, il y a quelque chose qui bouge. Ne me lance pas sur une recherche d'études scientifiques, parce que moi, je suis là. Je suis à fond, là. Non, mais c'est vrai. Mais ça se trouve, ça existe, je vais aller regarder ça. Il y a juste quelque chose que vous voudriez ajouter ou... J'ai Allez. l'impression de me réserver pour... Ok, allez, on passe à vos questions, alors. Comment est-ce que, lors d'une début de thérapie, vous saluez votre patient? Avant ou après Covid? Mais c'est exactement ça. Allez, si tu veux, Avant, moi, je serrais la main, Ouais. et maintenant, je serre plus. Voilà. J'accueille avec mon non-verbal le plus possible, dans le regard, dans le sourire. Il y a quand même des gens, timidement, qui recommencent à me serrer la main, que j'accueille volontiers, mais voilà, maintenant, ça reste plus sur le non-verbal. Voilà, la posture, l'attitude. Pareil pour moi. Pareil. Pas mieux. Avant, c'était ritualisé et ça l'est plus. C'est ça, et, Ouais, et c'est là, dommage. cette semaine, il y a quelqu'un qui m'a tendu la main, Oui. et j'ai vu que même moi, ça m'a... Ça fait Je bizarre. me suis dit, mais putain, on a oublié ça, et je me suis dit, il faut... En tout cas, j'ai envie de reproposer de serrer la main aux gens, Ouais. parce que je pense que ça crée un contact physique qui, pour certains patients, est juste anodin, parce que c'est pas forcément le cœur de leur travail, mais pour d'autres, ils touchent personne, et donc moi, je pense que je vais recommencer. Mais la manière de serrer la main, déjà, En c'est... plus, Et puis, je pense que ça laisse La une d'info, empreinte quoi. à l'intérieur de nous aussi. possible. Comment est-ce que vous accompagnez en cas de dissociation lorsque le patient n'a plus accès à ses sensations corporelles et qu'il est en mode pilote automatique? Ah, ça me parle, parce que c'est ce que j'ai vécu pendant très longtemps, mais je vous laisse... Moi, je m'appuie beaucoup sur la somatic experiencing, où je rééduque, en fait. Je leur dis C'est souvent... une approche de thérapie voilà. pour les personnes. Je leur dis souvent, c'est comme la kiné. C'est-à-dire qu'on rééduque progressivement. Alors, je leur demande, c'est où dans votre corps et qu'est-ce que vous sentez. Et au début, ils me disent absolument rien. Et puis, progressivement, à force que je leur pose la question à un moment crucial où moi, je sais qu'il se passe quelque chose, parce que je vois leurs sourcils qui se froncent, ou je vois que dans l'émotion, dans le compte-transfert, il se passe un truc, à force, ils finissent par faire le lien entre « Ah, émotionnellement, je sens ça, et dans le corps, il se passe ça. » Et en fait, à force de demander, d'amplifier, les choses deviennent de plus en plus faciles pour les patients. Moi, de mon côté, ça dépend si c'est quelque chose avec lequel ils arrivent déjà, soit à cette séance-là, ou quelque chose qui est présent depuis longtemps et ça fait partie de leur état de manière plus générale. Si c'est une réaction à quelque chose qu'on a discuté, ou alors pendant une séance, par exemple une séance de MDR, s'il y a quelque chose qui vient activer cet état-là, ça va induire une réponse qui est différente, je pense. Par exemple, s'il y a quelque chose de précis dans la séance qui commence à activer une réaction du côté de la dissociation, évidemment de mettre des mots, d'accompagner, etc. Mais parfois ça peut être pour le coup du corps, c'est-à-dire se lever, j'ai une balle aussi, des fois on se lance la balle pour remettre de la conscience dans le présent, réactiver quelque chose d'un petit peu plus dynamique pour ensuite être accessible à mettre du sens, parce que quand on est dans une réaction de figement ou dissociation, c'est là aussi compliqué d'avoir accès à des processus plus réflexifs, etc. Voilà, c'est pas une réponse unique, évidemment, à la dissociation, ça va dépendre du contexte. En Gestalt, on va vraiment prioriser sur ce qui est là. Donc à nouveau, si la personne se dit dissociée ou est d'une certaine manière coupée de ses émotions, coupée de ses sensations, on va déjà rester à cet endroit-là. Et la question que je vais poser en premier, c'est comment tu fais pour faire ça? Parce que ne pas sentir, c'est déjà sentir quelque chose, quoi. Donc, on va rester à cet endroit-là, on va habiter cet endroit-là, et on va dire, ok, alors quand tu sens pas, tu sens quoi? Et comment tu fais pour ne pas sentir? Et est-ce que moi je vais sentir quelque chose? Tiens, c'est marrant parce que moi je sens tout, ou je sens beaucoup de choses, là, et pendant ce temps-là, toi tu sens pas. Et on va travailler là-dessus. Donc, on va pas forcément chercher à ce que ça change, mais plutôt à essayer d'explorer avec la personne son processus corporel, et puis après émotionnel, et puis après revenir à mettre du sens. Quoi. Parce que souvent, effectivement, dans les questions que je peux avoir sur les réseaux sociaux, il y a il faudrait absolument sentir rapidement. Et j'aime bien ta manière d'expliquer. Voilà, il y a aussi de dédramatiser le fait que je sens pas.
C'est un symptôme de quelque chose et ok, on le prend comme il est. Et il n'y a pas à se dire à la fin de la séance, il faut pousser à sentir parce que en EMDR, il faudrait absolument sentir quelque chose pour pouvoir faire une séance. Moi, je dis souvent, pendant mes séances de EMDR en tant que patiente, je ne sentais rien et pourtant je suis guérie. Et je suis sûre que c'est ça qui m'a guérie pour diverses raisons. Donc en fait, c'est pas parce que à ce moment-là, tu sens rien qu'après, il n'y a pas encore quelque chose qui est en train de se faire ou qui s'est préparé, qui bouge après. Je ne sais pas exactement expliquer pourquoi. Mais de ne pas dramatiser ce fait de je sens pas mon corps. Ok, c'est un symptôme dont on va faire quelque chose et j'aime bien la manière que tu as amené de la temporalité. Ok, quand tu sens rien, en sensorimotrice, on va être aussi un peu là-dessus. Quand tu sens rien, ça se passe comment, toi? Puis après, on peut aussi amener du mouvement pour que la personne se rende compte qu'en fait, quand elle dit qu'elle sent rien, si elle fait un mouvement avant puis qu'elle revient, ah bah si, en fait, je sentais quelque chose, c'est juste que je m'en rendais plus compte. Parce que c'est tellement là tout le temps. Voilà. Ça a bougé. Puis il y a aussi elle sent rien avec moi. Qui nous, en tout cas, dans notre approche, est vraiment importante, quoi. Est-ce que c'est le cas tout le temps? Est-ce que c'est le cas ailleurs? Est-ce que c'est le cas dans d'autres situations? Moi, j'ai l'impression qu'il y a toujours comme deux plans. Il y a à la fois la question de comment est-ce qu'on chemine à pouvoir accueillir le patient pour lui-même et puis nous aussi en tant que thérapeute, accueillir ce qui se manifeste, ce qui est présent, accompagner à être de plus en plus OK, augmenter sa fenêtre de tolérance émotionnelle et en parallèle, apprendre à reprendre une des stratégies de régulation, c'est-à-dire à la fois savoir être en présence de ça, l'accueillir, en comprendre quelque chose, etc., de pas essayer de tout de suite trouver une solution, une issue, et à la fois sentir qu'en fait on a la capacité de réguler ses états, ses émotions, enfin la dissociation, mais aussi les émotions de manière générale. Je crois que la thérapie a toujours un petit peu de ces deux versants-là. Plus on sent qu'on n'est pas impuissant, plus on est disposé en sécurité pour accueillir aussi, j'ai l'impression. Oui, ça me fait penser vraiment à comment nous on va travailler avec la résonance et du coup avec notre propre ressenti corporel, comme tu disais. Parce que en fait c'est aussi ça, la thérapie, c'est aussi qu'on est engagé avec l'autre et que quand l'autre est dissocié et sent pas son corps, nous ça nous fait quoi en fait? Et comment on se sent nous avec ça? Après, moi j'ai pu découvrir dans certaines séances quand la personne effectivement a été coupée de ses sensations qu'elle voulait juste pas me faire trop sentir trop de choses d'un coup, quoi. Et qu'en fait elle était en train de prendre soin de moi en étant dissociée. Et ça change tout, d'un coup, de mettre ce sens-là derrière cette expérience-là. Et puis ça dédramatise peut-être la dissociation qui, je trouve, un petit peu des fois dramatisée. Oui, ça fait un peu... Alors dans nos formations, je sais pas si t'as vu ça, mais en EMDR, je me rappelle en niveau 1, on nous disait attention la dissociation, sans nous définir la dissociation. Donc en fait, tu sors de là, tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? C'est quoi ce truc? Ok, la dissociation, ça peut être aussi un processus... on avait fait de régulation, quoi. De régulation. Donc ça peut être péritraumatique, ça peut être constant et ça devient un trouble, mais ça peut être aussi quelque chose qui s'utilise au cours de la journée pendant quelques instants. Bon, on a fait un podcast là-dessus si les personnes veulent aller un peu plus loin là-dessus. Est-ce que vous faites la différence entre les émotions et le ressenti corporel? Oui, mais l'émotion se ressent physiologiquement aussi, corporellement. C'est pas tout à fait le même contenu, on va dire, mais derrière l'émotion, il y a le somatique, oui. En tout cas, en théorie, parce que parfois, c'est pas si clair. La personne peut verbaliser une émotion, mais sans faire le lien avec comment elle se traduit corporellement. Ouais, je complète avec ça, parce que ça me parle beaucoup. C'est l'émotion, c'est le mot qu'on va donner à la sensation, presque. Il y a toujours une sensation, de mon point de vue, avant. En Gestalt, les fondateurs de la Gestalt disaient beaucoup que finalement, le contact... Et le fait de contacter, le verbe contacter, c'était l'expérience première. C'est ce qui se passe en premier dans n'importe quelle expérience, c'est d'abord le contact, quoi. Et donc, contacter n'importe quoi, juste un son, le vent, un contact visuel, un contact physique, un contact, je suis assis sur mon fauteuil, le contact, c'est ce qui arrive en premier. Et du coup, l'émotion, ça va être un peu effectivement la traduction, parfois, de ce que la personne n'a pas encore eu le temps de savoir qu'elle ressentait, quoi. Mais pour moi, effectivement, il y a toujours une sensation corporelle derrière une émotion. Mais par contre, moi, c'est pas rare que certains patients, quand je leur demande qu'est-ce qu'ils ressentent, ils me disent « je me sens triste ». Et comment c'est dans ton corps? C'est où dans ton corps? C'est dans la tête. Ouais. Ça peut pas être dans la tête, la tristesse. Donc c'est comment ils ressentent l'émotion, ils arrivent à mettre un mot, mais ils font pas la connexion avec la manifestation somatique. Moi, je n'ai pas grand-chose de plus à rajouter, je suis entièrement d'accord. Alors, quelles sont les thérapies corporelles validées scientifiquement? C'est pour toi. Oh la vache. Alors, vas-y, zoom. Ok. Non, mais je peux répondre à certaines choses. Juste rappeler, alors je ne sais pas les personnes qui nous écoutent à quel point elles nous suivent assidûment et du coup, je juste faire un petit rappel que faire des études sur l'efficacité d'une psychothérapie, c'est extrêmement compliqué.
Je vais pas refaire tout plein de choses qu'on s'est dit ici parce que ça prendrait trop de temps. J'invite les personnes à aller lire l'évaluation des psychothérapies qui a été écrite par 3 personnes qui sont de 3 grands types d'approches différentes. Donc c'est ça aussi qui les rend intéressantes. Il y a une personne qui fait de la psychanalyse, une personne qui fait des TCC et une personne qui fait de la systémique. Alors bien sûr, il y a bien d'autres approches que ça, mais ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que voilà, ça nous explique comment on fait une étude en psychothérapie, c'est quoi faire une étude en psychothérapie, est-ce qu'on peut dire qu'un corpus théorique, c'est-à-dire ce sur quoi je me base pour développer mes techniques, est-ce que c'est juste? Je reprends toujours cette histoire de complexe d'Oedipe. Si tu fais une étude sur le complexe d'Oedipe de manière statistique, c'est pas quelque chose qui est réel. Donc on pourrait dire, c'est pas majoritairement des gens qui ont vécu ça. Donc on peut dire ce corpus théorique est pas juste. Par contre, la psychanalyse, dans certaines circonstances, ça a été évalué, notamment quand tu utilises le transfert, ça a été évalué comme étant efficace et tout aussi efficace que les TCC. Alors, si pour les personnes qui nous écoutent, c'est la première fois qu'ils entendent ça, c'est un peu une bombe. Pour moi, ça l'a été quand voilà, mais en tant que... Voilà, je veux être honnête intellectuellement aussi et dire que voilà, ça a été a priori testé et validé. Donc voilà, il y a tous ces éléments-là. Qu'est-ce qu'on dit dans une étude, une approche qui serait scientifique? Pour moi, aujourd'hui, c'est quoi une approche scientifique? C'est une approche qui fait des recherches. Et pour moi, ça, c'est important pour les personnes qui nous suivent. Je sais que ça l'est pas pour tout le monde, mais pour moi, ça l'est. Qu'on essaye de savoir. Donc, je dirais... le MDR, évidemment, est-ce qu'on peut considérer que c'est une approche corporelle? Moi, je pense qu'un peu, parce qu'on interroge le corps vraiment. Donc ça, oui, pour moi, c'est une approche scientifique, si on peut dire. La sensorimotrice commence à faire... c'est un peu récent, mais il y a des études, notamment sur le corpus théorique de la théorie polyvagale, sur tout ce qui est théorie de la dissociation structurelle. Voilà, on commence à avoir des choses. Maintenant, si vous regardez les études, moi, ça me convainc. Maintenant, on peut pas dire que les études valident absolument, puisque c'est avec des échantillons qui sont petits, des méthodos qui sont pas si simples que ça. Comment vous évaluez que... Enfin, là, on peut pas faire de double aveugle en psychothérapie, évidemment, qu'il faut que la personne qui administre, on pourrait dire comme ça, la thérapie, elle sait ce qu'elle administre. Quand tu t'es fait des tests sur des médicaments, la personne qui donne le médicament ne sait pas elle-même, parce qu'on sait que ça joue, ça. Donc bref, il y a tout un tas de choses comme ça. Je crois que la somatic experiencing, il y a un peu moins de choses, mais il y a des choses qui en tout cas rejoindraient, moi je trouve, des choses qui paraissent tout à fait plausibles scientifiquement. On a la théorie polyvagale qui de plus en plus se développe dans d'autres... alors même en tant qu'approche, même de plus en plus, j'ai l'impression, de régulation. Voilà, je dirais ACT, il y a énormément de recherches sur ACT. Bon, moi, c'est pas trop ma tasse de thé, mais parce que je trouve que ça existait déjà, en fait. Pour moi, c'est venu reprendre des choses qui existaient déjà. Mais en tout cas, dans le cadre des TCC, la portée dans le cadre des TCC, pour moi, c'est tout à fait validé. Voilà ce que je dirais. Pour ce que je connais, parce qu'il y a aussi plein de choses que je connais pas. Voilà. La Gestalt, je crois que j'ai pas vu tant d'études que ça. Maintenant, dans tout ce que tu décris depuis ce matin, je vais te dire, ça rejoint des choses que j'ai pu lire aussi. Donc finalement, je dirais, il y a quand même beaucoup d'approches qui fonctionnent. Après, évaluer le corpus théorique, c'est autre chose. Vous voyez, ça me... Il y a juste une idée, moi, qui me vient quand je t'écoute, c'est que c'est difficile aussi de mesurer l'impact de la psychothérapie, parce qu'on va pas se mentir, la vie de nos patients nous aide. C'est-à-dire qu'ils vivent des choses dans leur vie qui vont leur faire revivre des choses, et c'est parce qu'ils sont en thérapie qu'on va pouvoir traiter. Et ça, c'est pas mesurable. Comment est-ce que vous intégrez la notion de consentement en début d'un travail corporel? Bon, toi, t'as répondu. Intégrer, c'est-à-dire... Je vais te donner un exemple, par exemple. Tu vois, par exemple, en EMDR, on a donc les mouvements des yeux, les mouvements des sons, et on a aussi ce qu'on peut faire, un tapping. Ouais. Tapping, tu peux le faire sur les genoux, tu peux le faire sur les épaules. Comment est-ce que tu introduis ça? Est-ce que tu demandes l'avis de la personne? Est-ce que tu demandes l'avis de la personne? Comment est-ce que tu Ou est-ce que tu lui annonces ce que tu vas faire? Oui, voilà. Moi, je le demande toujours. Non, je rejoins ce que tu disais. C'est vrai qu'on... particulièrement quand il y a du toucher, quand c'est du tapping, etc. Sur les stimulations visuelles, on a expliqué en amont comment ça allait se passer, etc. On vérifie la distance, qu'est-ce qui est plus ok, moins... Enfin, on s'adapte, évidemment. Enfin, c'est pas toujours très formalisé. C'est-à-dire que l'écoute et l'attention à qu'est-ce qui est juste pour le patient, elle prend diverses formes. Alors, je trouve que la question est vraiment bien posée en termes de consentement. Parce que même si on demande l'avis du patient, parfois il peut dire oui par adaptation. Et tout dépend où on en est dans la relation thérapeutique, mais parfois moi j'insiste sur vous pouvez dire non. Vraiment, je suis prête à faire autrement, et en fait ils disent non. Donc voilà, il faut être aussi conscient que le patient peut se suradapter et vouloir nous faire plaisir. Et par exemple, si vous avez
quelqu'un qui se met à pleurer, vous avez envie de la prendre dans les bras ou de lui mettre une main sur l'épaule, vous faites comment? Moi déjà, je donne le paquet de mouchoirs. Pour moi, c'est un premier geste. Important. C'est important. C'est vrai. Techniquement, mais pas seulement. C'est aussi pour dire, j'ai remarqué que tu pleures, tout simplement. Je fais quelque chose, j'agis. Puis après, encore une fois, ça dépend de ce que j'ai en tête dans le plan de traitement. Ça dépend jusqu'où j'ai le temps d'aller aussi dans la séance. Dans le trauma, soit je décide d'aller plus loin pour qu'elle plonge un peu plus dans la solitude, dans le traumatisme, soit j'applique le baume. Mais c'est pas parce que la personne pleure que je vais toucher. Hein. Il y a trop de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Oui, ou des fois on peut aussi donner une image, c'est-à-dire dire quand je perçois ça chez vous, moi ça me fait penser à, je sais pas, à la partie infantile à l'intérieur de vous, ça me fait penser, ou moi ça me donnerait envie de vous soutenir, ça me donnerait envie de vous faire un câlin. On peut dire ça des fois, c'est déjà... ça marche aussi. Ouais. C'est déjà important, et parfois c'est plus juste que de effectivement faire un câlin. Enfin, il y a quelque chose qui se passe dans cette zone-là qui est très intéressante et qui est utile aussi, je trouve. Oui, il y a expliciter l'intention. Après, moi, j'interprète jamais des pleurs. Hein. C'est pas parce qu'elle pleure qu'elle est triste, quoi. C'est vrai. Donc, si elle est en colère et qu'elle pleure, je vais pas forcément avoir envie de la prendre dans mes bras ou de lui donner des mouchoirs. Peut-être que c'est bien qu'elle puisse sortir ça de cette manière-là pour l'instant et que peut-être qu'elle va le nommer comme de la colère à un moment donné. Et... La colère, c'est un sujet aussi. Mais voilà, enfin, en tout cas, les pleurs, pour moi, c'est pas forcément un indicateur si clair que ça. Quand tu dis ça, ça me fait penser que j'avais passé un test neuropsy qui a montré que je reconnais très mal les émotions sur le visage des gens. Alors sur le coup, ça m'a choquée, je me suis dit, merde, je suis psy quand même. Mais en fait, ce que m'avait dit ma collègue, donc Lauralie, et qui finalement j'ai pu constater, c'est que l'avantage, c'est que du coup, je posais la question, Ça, ouais. et ça permet parfois effectivement que la personne puisse se rendre compte de ce qui est en train de se passer, éventuellement corporellement, émotionnellement, et du coup de dire, oui, c'est pas parce qu'on pleure qu'on est triste. Et le je vois que tu pleures, je trouve qu'il est Ouais. super. De juste Elle m'a nommer, vu, quoi. elle m'a vu, quoi. Et ça suffit. Oui, parce qu'il y a des gens, ils ont manifesté des émotions Ah, mais oui. enfants et il n'y a eu aucune réaction jamais. Quoi. Exactement. C'est Pour ça. Et puis, il y a aussi de faire très attention à ne pas réactiver la blessure d'intrusion. Donc vraiment, il n'y a pas de raccourci, c'est pas il pleure, je touche, non, c'est pas ça du tout, c'est vraiment une constellation de variables, de choses qui font qu'à ce moment-là, ça va être le bon moment ou pas, et c'est à manipuler avec beaucoup de prudence. Oui, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur la question de pas tout de suite sortir, enfin changer, apaiser, résoudre, sortir de la dissociation ou sortir de cette émotion ou peu importe ce qui est en train de se passer. Soi-même en tant que thérapeute, c'est pas toujours évident de pas venir en aide. Parce qu'on veut se rassurer. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est que parfois on intervient trop vite Oui, parce que en fait pour c'est nous, nous qui nous sommes angoissés. Absolument, Quoi. absolument. Et je préfère rester avec ça et de voir que ça m'angoisse de l'avoir triste, par exemple. Une dernière question, puisqu'on va arriver vers la fin. Comment est-ce que vous abordez le travail corporel quand vous faites de la visio? Eh ben, on touche pas. Je peux toucher l'écran. On touche pas, mais ça n'empêche pas de questionner les sensations. Enfin, moi, je sais pas vous, les collègues, mais moi, je questionne les sensations. Je fais ce que tu évoquais aussi, imaginer que quelqu'un fasse ceci, cela, ou bien je dis, j'aimerais bien faire ça pour vous. Ou alors, quand on est au téléphone, parfois, je leur dis, écoutez, marchez, puis je me lève moi aussi et je marche aussi pour être dans la même énergie. Et voilà, on improvise encore. Bah ouais, on s'adapte Oui, aussi. on Hein. s'adapte. Ouais, la visio, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit pas notre cabinet, on voit le bureau, la chambre, le salon, la cuisine. Le chat. La salle de bain. Et ça, je trouve que c'est très intéressant aussi, même. Alors, pas que corporellement, effectivement, mais parfois, la personne, elle est chez elle, elle est mal installée, quoi. Et rien que ça, de prendre le temps, lui donner le temps aussi qu'elle puisse observer ça et se rendre compte que chez elle, elle est mal, des fois, ça fait toute une séance, ou plusieurs, et corporellement, du coup, au fur et à mesure, elle va peut-être trouver un fauteuil, un coussin, un appuie-tête. Elle n'ose pas prendre sa tasse de tisane alors qu'elle est chaude depuis tout à l'heure en bas. Enfin, donc, on peut s'appuyer sur d'autres choses, quoi. Moi, je travaille beaucoup avec le travail de chaise. Donc, par exemple, ma visio, ils vont installer une chaise, ils vont se lever, ils vont faire des mouvements aussi. Bon, on va s'arrêter là. Merci beaucoup pour votre présence, pour vos questions. Encore 140 personnes qui sont là alors qu'ils ont faim à 12h20. Bravo. Merci beaucoup de votre attention.